Hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous avais annoncé que j'allais interviewer le docteur Denis Coester et c'est aujourd'hui que je fais cette interview. Je suis vraiment ravie de vous le présenter parce qu'il va vous parler d'un concept qui, moi, me parle beaucoup et qui est complètement en cohérence avec ce que j'ai l'habitude de vous proposer pour mieux gérer votre ménopause sans traitement ni médicament avec la méthode Dragon. On est exactement sur la même longueur d'onde. Là, pour une fois n'est pas coutume, c'est un homme que j'interviewe, c'est un médecin que j'interviewe. Donc, j'ai vraiment hâte de partager avec vous tout ce qu'il va partager avec moi. Donc, bonjour, docteur Coester. Si vous voulez Bonjour, présenter, nous sommes tout de suite. super. Bonjour Brigitte, bonjour à toute cette sympathique communauté. Donc voilà, docteur Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation initiale et au cours de mes études, je me suis beaucoup intéressé à la santé holistique, à un abord plus global du patient, parce que c'est vrai que la médecine telle qu'on la pratique, telle qu'on me l'a enseignée, est très performante pour soigner la maladie, hein, dans tout ce qui est aigu. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est chronique, c'est vrai que la médecine parfois peut un petit peu pécher. Par exemple, les maladies chroniques telles le diabète, l'hypertension ou ce genre de problème, ou même la ménopause, hein. Finalement, la médecine conventionnelle n'offre pas forcément les meilleures solutions puisqu'elle peut proposer, par exemple, des traitements à vie. Donc, finalement, ça ne soigne pas, ça accompagne le problème. Donc, c'est vrai que je me suis intéressé à d'autres types d'interactions corps-esprit, comme par exemple l'hypnose. Je suis instructeur en hypnose depuis déjà plusieurs années. Je pratique depuis une quinzaine d'années l'hypnose. Je suis également coach et je suis également doublement diplômé de médecine anti-âge. Donc, j'ai 2 diplômes de médecine de prévention du vieillissement. Alors, évidemment, on ne prévient pas le vieillissement, on accompagne le vieillissement, on optimise la santé dans le cadre du vieillissement. Et tout ça, ça donc conduit à m'intéresser au biohacking. Donc, le biohacking, c'est, on va dire, une next step hein, dans ce concept. C'est donc l'utilisation de toutes ces techniques corps-esprit que j'ai pu apprendre, non pas uniquement dans un but de passer d'un état pathologique à un état d'une normalité, mais plus de passer d'une normalité à une peut-être excellence ou du moins une optimisation des performances physiques et mentales. Voilà. Ok, super intéressant. C'est exactement ce que j'essaye de partager à ma manière, ou même d'enseigner, parce que c'est aussi ma responsabilité d'éduquer d'une certaine façon. Mhm. Effectivement, notre corps, c'est une machine qui est juste extraordinaire et on ne sait pas forcément comment faire pour rester en bonne santé ou de devenir en bonne santé. C'est ce que souvent je dis à toutes d'entre vous. Là, c'est clair que la ménopause, la plupart du temps, la médecine, hein, c'est pas pour critiquer, mais la médecine a l'habitude de traiter des maladies. La ménopause n'étant pas une maladie, ben on ne sait pas trop comment gérer cette fameuse ménopause. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous, eh bien, quand on passe par le filtre de la médecine, on se retrouve un petit peu démuni parce que c'est le désert de propositions, alors que je suis persuadée, et je pense que, docteur, vous serez d'accord avec moi, il y a plein de possibilités, plein de solutions pour permettre au corps de passer ce cap. Mais c'est toute une approche qui est complètement nouvelle, c'est qu'on va justement aller booster nos propres potentialités. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, Brigitte, c'est que vous avez parlé du corps et de la magnifique machinerie du corps, mais le problème, c'est qu'on a toujours eu l'habitude, depuis la vision un peu cartésienne des choses, de séparer d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit. Et en fait, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu cette idée qui pourtant est très présente, par exemple, dans les médecines traditionnelles ou en Asie, de considérer donc le corps et l'esprit comme une entité unique. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, euh, des choses aussi simples que le placebo, hein, qui est un effet que tout le monde connaît, montrent à quel point l'esprit a un pouvoir sur le corps. C'est vrai que je me suis intéressé notamment à ça dernièrement, au moment du confinement. Avec ma femme, on a donc coécrit un livre sur l'immunité, hein, comment avoir une bonne immunité avec des méthodes corps-esprit. Et on a vraiment beaucoup travaillé sur justement tout cet aspect mental sur l'immunité. On a vu à quel point même c'était scientifiquement prouvé. Il y a des études qui montrent que la méditation ou l'hypnose ont une influence sur l'immunité. D'ailleurs, il y a toute une science hein, qu'on appelle la psycho-endocrino-immunologie qui montre bien à quel point notre esprit a une influence sur le corps et que ça se voit même au niveau cellulaire, voire même moléculaire et même au niveau donc, de l'ADN. Mais ça fait vraiment plaisir d'entendre ça de la part d'un médecin parce que des fois, j'ai l'impression
hurler toute seule dans ma forêt et puis de ne pas avoir trop d'écho. Mais oui, je sais, il y a de plus en plus de médecins maintenant qui font appel à toutes ces thérapies, toutes ces approches naturelles. Effectivement, je le dis très souvent, le corps et l'esprit, c'est complètement lié. Et la gestion de nos émotions aussi sont très importantes. Et au moment de la ménopause, c'est d'autant plus important parce qu'il faut dire que là, on passe par l'ascenseur émotionnel. Et moi, ce que j'ai remarqué très souvent, à force d'être en contact avec des femmes qui souffrent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui souffrent de leur ménopause, ce sont souvent des femmes qui ont des points en commun et qui se sont souvent pas trop occupées d'elles sur le point de l'émotionnel. Et j'ai bien le sentiment que c'est surtout celles-là chez qui la ménopause s'exprime le plus. Est-ce que vous, donc avec des troubles, est-ce que vous avez une raison qui pourrait expliquer ça scientifique? Moi, c'est mon Oui, expérience empirique, mais vous, non, mais vous avez- complètement en fait. C'est vrai que le fait de ne pas s'occuper de soi, le fait par exemple pour les femmes, quand on le sait très bien, elles ont à la fois le challenge d'être à la fois une mère, une épouse, une amante, une maman, et en fait c'est une pression qui est absolument colossale qu'elles se mettent elles-mêmes. Parfois que la société leur met, parfois que le conjoint ou les enfants leur mettent. En tout cas, tout ça, ça fait une espèce de pression qui fait que oui, c'est vrai, les femmes de tout temps, mais peut-être plus particulièrement à notre époque, sont soumises à un stress constant. Qui dit stress dit différentes phases de stress. On n'a pas le temps de préciser tout ça, mais enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le stress devient chronique, il devient délétère. Délétère pourquoi? Parce qu'il va exprimer plus particulièrement une hormone que l'on appelle le cortisol, et un excès de cortisol va interagir avec d'autres hormones, dont les hormones sexuelles d'ailleurs. Il est tout à fait connu que des stress très aigus peuvent provoquer un arrêt des règles. On sait très bien que, par exemple, une jeune fille qui a, mettons, perd sa mère d'un cancer, peut très bien arrêter d'avoir ses règles. Donc tout ça, on le sait. On sait également que le fait, et ça, certainement, vous le communiquez très bien à votre communauté, il y a l'esprit, mais il y a aussi, par exemple, l'alimentation. On sait, par exemple, que certains troubles alimentaires ou certains déficits en tel ou tel nutriment ou micronutriment va favoriser une ménopause ou va empêcher en tout cas que les hormones puissent rester stables un maximum de temps. C'est par exemple que les hormones sexuelles féminines se font à la base du cholestérol. Donc l'alimentation, là encore, est très importante. On sait très bien qu'une femme qui va arrêter de manger, c'est le cas par exemple des anorexiques, peut encore avoir un arrêt de ses règles. Donc on le sait que c'est vraiment un ensemble. Un choc émotionnel peut arrêter les règles, une mauvaise alimentation peut arrêter les règles. Tout ça, ça montre vraiment cette logique du corps-esprit. Donc c'est dans cette logique du corps-esprit que vraiment moi je travaille, donc non seulement dans l'idée d'accompagner les patientes pour aller donc d'un état entre guillemets pathologique, même si comme vous l'avez dit très bien, ce n'est pas une pathologie, jusqu'à une normalité. L'idée c'est d'aller vers une optimisation. Et donc c'est vraiment ça le sens du biohacking et le sens de tout ce qui m'intéresse dans cette logique corps-esprit. Donc justement, revenons sur le terme biohacking, parce que ben, voilà, c'est un mot anglo-saxon, comme très souvent quand, on, quand certaines notions émergent, elles nous viennent souvent de ce côté-là de la planète. Est-ce qu'on a une définition assez simplifiée et claire pour pouvoir partager justement avec toutes les femmes qui nous écoutent? Qu'est-ce que c'est Alors, le biohacking? Alors, il y a différentes définitions du biohacking. Il y a une définition qui est plutôt utilisée en France et qui est un petit peu, entre guillemets, historique, qui en fait était un peu un regroupement de personnes passionnées par la biologie et qui voulaient voilà, faire des mini-labos chez eux. Donc ça, c'est une définition un peu old school et désolé, un peu passée, on va dire plutôt. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, le terme biohacking a pris totalement un autre sens. Et ça a été développé surtout au niveau des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou bien des sportifs de haut niveau, toutes les personnes en tout cas qui voulaient augmenter leurs capacités par des moyens naturels. Donc le terme biohacking, bio, la vie, hein, tout simplement. Hacking, c'est repris des hackers en informatique. Et c'est vrai que le terme hacking peut faire un peu peur, mais il y a deux types de hackers, deux types de pirates, on va dire, en informatique. Il y a ce qu'on appelle les white hats, hein, ceux qui ont le chapeau blanc, et les black hats, ceux qui ont le chapeau noir. Donc le chapeau noir, c'est ceux, on va dire, qui vont aller pirater un système informatique pour mettre des virus ou pour finalement saccager le système.
Et les white hats, ce sont au contraire les hackers qui vont dans le système et pour en éprouver les capacités, pour augmenter leurs capacités, qui vont rajouter de la mémoire, qui vont rajouter de la puissance à l'ordinateur, qui vont le protéger des attaques. Et c'est vraiment dans cette logique que le biohacking a été mis en place. Et en fait, c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps. Et c'est un jour, en discutant avec un ami qui est très, très proche des États-Unis, qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, depuis des années, aux États-Unis, ça s'appelle le biohacking. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que c'était ce que je faisais. Donc, voilà, je me suis lancé dans l'aventure et donc j'ai écrit l'e-book que vous allez avoir le plaisir de transmettre à votre audience et également le premier livre en français sur le biohacking qui est téléchargeable sur Amazon, je ne sais pas si on peut citer, ou bien Fnac, ou bien toutes les plateformes de livres numériques. Ok, donc en clair, on a beaucoup de chance d'avoir le référent ou le représentant du biohacking francophone français qui suit la nouvelle tendance. Et ça, c'est très heureux parce que je crois que tout le monde dans ce groupe applaudira le fait qu'il y a enfin la médecine, le corps médical de façon générale commence à s'intéresser à cette approche-là. Et quand on est à la recherche de solutions naturelles, ben, c'est toujours intéressant, agréable de voir que le corps médical s'y intéresse aussi. Donc, le biohacking qui nous vient de l'autre côté de la planète, aujourd'hui, nous avons un représentant français qui intervient dans notre groupe. Donc, je suis très, très contente d'avoir l'opportunité d'en discuter avec le docteur Coester. Donc, c'est super. Est-ce que vous avez… alors, pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de questions dans le groupe parce que je pense que c'est une notion qui est très nouvelle, qui est très récente, donc c'est assez avant-gardiste. Mais je pense que ça fera l'objet éventuellement d'autres interviews et d'autres questionnements. Donc, n'hésitez pas, même en dessous de cette vidéo, quand je vais la publier, de poser certaines questions. Et à ce moment-là, on s'organisera avec, Tout à fait. avec le médecin pour pouvoir répondre à des questions spécifiques. Et comme le docteur Coasser vous a dit, il a eu la gentillesse de rédiger un e-book que je vais pouvoir vous transmettre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, écrivez-moi le mot oui pour celles qui veulent que je leur envoie cet e-book. Alors, c'est un e-book qui fait une vingtaine de pages. Donc, voilà, ce sera assez rapide, mais assez riche, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, le titre de cet e-book, c'est Neurobiohacking. Et en gros, c'est l'art et la manière, en fait, c'est 7 stratégies. Donc, 7 stratégies pour pouvoir utiliser mieux son cerveau en utilisant des méthodes naturelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de toutes les informations et toute cette stratégie que vous avez regroupée dans cet e-book? Pour celles qui désirent le recevoir, encore une fois, écrivez-moi juste le mot oui en commentaire. Je vous l'enverrai par Messenger comme d'habitude. Oui, alors effectivement, il y a différentes stratégies, puisque comme je le disais, l'être humain, c'est corps-esprit en une globalité. Il est vrai que le corps va influencer l'esprit, que l'esprit va influencer le corps. Donc souvent, on parle du corps-esprit, on pourrait aussi parler de l'esprit-corps. C'est vraiment une seule et même entité. Donc, quelque chose de tout simple. Par exemple, une personne va être déprimée, donc va venir voir, mettons, un psychologue ou un psychiatre parce qu'elle est déprimée. Alors le psychiatre ou le psychologue va commencer à faire une thérapie, va l'accompagner, etc. Mais si on ne s'est pas déjà interrogé sur son état hormonal, vous l'avez dit très bien, on sait très bien que la ménopause peut provoquer une dépression. Une hypothyroïdie, donc une diminution des hormones thyroïdiennes, peut provoquer une dépression. Tout ça, c'est des choses qui sont relativement connues. Même chez l'homme, une baisse de la testostérone peut provoquer une dépression. Après, il y a d'autres pathologies. Il y a des pathologies réelles, neurologiques, mais en dehors de ces pathologies, il y a des choses aussi simples que, par exemple, des troubles alimentaires ou ce qu'on avait appelé par exemple une dysbiose. Qui dit dysbiose, donc dysbiose, ça va être une anomalie au niveau du microbiote. Ce microbiote, c'est ce paquet de bactéries que nous avons donc dans notre côlon. Et bien d'une manière assez étonnante, et ça c'est une notion qui est assez peu connue, mais environ 90% de la sérotonine qui est donc le neurotransmetteur au niveau du cerveau du bonheur, du bien-être, en tout cas 90% de cette sérotonine est fabriquée au niveau du tube digestif. Donc quelque chose de tout simple. C'est vrai que c'est quelque chose que
j'aime bien transmettre, même si je suis désolé, ça peut paraître un peu trivial, mais regarder ces selles, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. À partir du moment où vous avez des selles qui sont correctes et bien moulées, a priori, vous avez un transit qui est correct. Si vous avez des selles qui sont un peu liquides, un peu molles et qui collent à la cuvette, ça veut dire qu'elles sont peut-être un peu grasses, ça veut dire peut-être que vous avez une dysbiose, et ça peut vouloir dire que vous avez un microbiote qui ne fonctionne pas, et ça peut avoir comme conséquence d'avoir une dépression, ou du moins une baisse de l'humeur. Le terme un petit peu provoquant de dire une tête de constipé, c'est finalement pas complètement ridicule. Le tube digestif a une énorme influence au niveau de notre humeur. Donc voilà, ça fait partie des choses dont je parle dans le livre. Par exemple aussi, on sait très bien que je reprends la dépression, hein, mais par exemple, il y a des études qui ont montré que finalement, une dépression pouvait se soigner, on va sans entrer dans le débat, mais par des antidépresseurs et par un accompagnement psychothérapeutique. Hein, ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais néanmoins, il y a quand même des études qui montrent qu'une prise en charge par un coach sportif peut également agir sur la dépression. On sait très bien que faire 3 heures de sport accompagné par un coach par semaine peut grandement améliorer une dépression. Donc finalement, tout ça, c'est des choses que j'explique dans ce livre, c'est-à-dire comment finalement notre cerveau, que l'on pense être isolé dans sa boîte crânienne, est en interaction extrêmement intime avec tout le reste du corps. Oui, mais tout à fait, ça rejoint complètement ce qu'on a déjà l'habitude de partager dans ce groupe. Effectivement, on a déjà parlé de ce troisième cerveau qui correspond justement au microbiote et qui aurait même tendance sérieusement à influencer nos préférences alimentaires. On sait aujourd'hui que ça joue sur nos émotions, notamment avec la relation avec le sucre. Notre alimentation industrielle a énormément modifié notre microbiote et on sait très bien que les effets que ça peut avoir, en tout cas, c'est de plus en plus décrit et beaucoup prennent conscience de l'importance du microbiote. Et merci d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est exactement ce qu'on a l'habitude d'échanger dans ce groupe et je trouve que c'est très intéressant d'avoir une validation scientifique par un médecin. C'est toujours très agréable. Donc, en ce qui concerne, vous savez, les femmes qui sont ménopausées ou qui sont en préménopause, en tout cas qui se sentent concernées par des troubles, ce sont les femmes qui font partie de ce groupe d'une façon générale et qui cherchent des Mhm. solutions naturelles. Comme on le sait, le trouble le plus emblématique, c'est quand même les bouffées de chaleur. C'est souvent ça qui va différencier Tout à fait. enfin, qui va un petit peu étiqueter la ménopause parce que prendre du poids, être un petit peu déprimé, avoir Mhm. quelques douleurs, ça peut être des choses qui peuvent être apparentées à autre chose. Par contre, les bouffées de chaleur, c'est quand même assez emblématique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez euh, nous conseiller ou comment vous voyez les choses par rapport à ça, par rapport au biohacking, justement, vis-à-vis des bouffées de chaleur? Vis-à-vis des bouffées de chaleur, évidemment, bon, il y a toute la part nutritionnelle, ça je ne vais pas en parler parce que je sais que c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup. Maintenant, c'est vrai que même si effectivement maintenant j'ai entre guillemets l'étiquette biohacking, j'ai quand même un très très lourd, comme je l'avais expliqué, passé au niveau de l'hypnose, hein, puisque je continue à l'enseigner, notamment à l'université. Et c'est vrai qu'il y a des indications pour les bouffées de chaleur avec l'hypnose. Alors, le mécanisme n'est pas forcément complètement élucidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hypnose a un réel intérêt au niveau des bouffées de chaleur. C'est un intérêt non seulement au niveau de la capacité à vivre, à mieux vivre ces bouffées de chaleur, parce que parfois on cherche trop à aller contre tel ou tel problème. Parfois, la solution n'est pas forcément d'aller contre le problème, mais peut-être déjà, dans un premier temps, d'accepter de vivre avec. Donc déjà, l'hypnose peut aider par rapport à ça. Et après, pour des raisons qui sont certainement, comme je disais, psycho-neuro-endocriniennes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que manifestement, l'hypnose a un intérêt au niveau des bouffées de chaleur. D'ailleurs, enfin, la littérature scientifique l'expose très bien. Hein. Quand on va dans la recherche, enfin, le site de référence de recherche scientifique qu'on appelle PubMed, je peux vous donner la référence, c'est un PUBMED, vous mettez hypnosis et hot flashes, hein, puisque c'est le terme en anglais, il y a pas mal de publications. Et d'ailleurs, même au niveau de la reconnaissance des indications d'hypnose en France, les bouffées de chaleur sont reconnues comme une indication, au même titre que par exemple les douleurs chroniques. Oui, qui viennent tout de suite derrière et qui tout ça vont en fait s'accumuler parce que c'est un peu la caractéristique des troubles de la ménopause, c'est que les troubles vont s'auto-alimenter
Et forcément, quand on a des bouffées de chaleur, quand on a des douleurs, le sommeil est perturbé. Quand le sommeil est perturbé, la prise de poids est favorisée et on se dirige assez facilement vers le syndrome dépressif ménopausique qu'on redoute toutes. Donc effectivement, il s'agit d'aborder les troubles d'une façon peut-être isolée au départ, mais parce qu'on sait très bien que ça a des conséquences sur beaucoup d'autres troubles. Et d'une façon générale, est-ce qu'on peut considérer que quand on fait une proposition d'hypnose pour les bouffées de chaleur, c'est une façon de, guérir une partie émotionnelle de soi? Est-ce que ça fait appel à de l'émotion? Oui, de toute façon. En fait, c'est vrai que l'hypnose va être utile, je dirais, dans 3 phases: l'avant, le pendant et l'après. L'avant, parce qu'effectivement, les bouffées de la ménopause, enfin, les bouffées de chaleur de la ménopause vont commencer à inquiéter la femme, parce qu'elle va se dire: «Ça y est, je rentre dans la ménopause», donc il va tout à y avoir une phase de stress. Ensuite, il va y avoir les bouffées de chaleur une fois qu'elles sont en place, et donc il va falloir, comme je disais, vivre avec. Et après, effectivement, il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que ces bouffées de chaleur, effectivement, on peut les prendre en charge, elles vont parfois diminuer, parfois augmenter, etc. Et donc l'hypnose va permettre aussi de faire, entre guillemets, un traitement préventif de ce stress émotionnel à venir. C'est vrai que l'hypnose a cette fantastique capacité d'être un moyen extraordinaire corps-esprit de gérer les émotions. Il y en a d'autres, hein, des moyens de gérer les émotions, mais en tout cas, l'hypnose est extrêmement puissante par rapport à ça. Alors justement, parce que vous avez fait, je pense, le tour de la planète du biohacking, en tout cas, même si vous continuez à le faire, parce que c'est jamais fini, c'est quand on est Jamais fini. passionné, c'est jamais fini, quand on est passionné par une approche et qu'on voit qu'elle fonctionne et qu'elle apporte du bien en utilisant des solutions naturelles, je pense que voilà, c'est une vraie passion. Les autres approches, justement, pour gérer les émotions, qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous, à part l'hypnose, parler de d'autres approches? Oui, alors bon, par exemple, il y a l'EFT, hein, le tapping, hein, que je pratique beaucoup. Il y a l'accompagnement au coaching, hein, qui va permettre de gérer ses émotions. Alors, pas tant sur le plan émotionnel, mais d'être capable aussi de pouvoir les repérer. Il y a tout un tas de techniques qui permettent de gérer comme ça les émotions, parce qu'on va les sentir arriver, parce qu'on va être capable, mettons, de pouvoir créer des ancrages, hein, ce qu'on appelle les ancrages, c'est-à-dire qu'on va lier certains gestes ou certains mots à des moments très positifs qui vont permettre, en quelque sorte, de se matcher ou d'interrompre l'émotion négative avant qu'elle apparaisse. Il y a la méditation aussi, qui est une magnifique technique de gestion des émotions. En tout cas, là, je parle de tout ce qui est, voilà, mental. Après, il y a effectivement tout ce qui est physique, je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Il y a la digestion, c'est extrêmement important, ce fameux deuxième cerveau. Après, il y a l'utilisation, par exemple, de la cohérence cardiaque, qui va utiliser notre troisième cerveau. Alors, c'est difficile de dire quel est le premier, le deuxième, le troisième. En tout cas, nous avons 3 cerveaux, hein. Le cerveau de l'encéphale, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre, hein. Nous avons 3 cerveaux, au moins. Et encore, on en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, nous avons 3 cerveaux. Donc la cohérence cardiaque est un moyen extrêmement intéressant et puissant pour gérer les émotions. Et puis après, il y a des choses aussi simples que le fait de, le matin, regarder un rayon de soleil, ou bien, par exemple, le soir, pour bien dormir, arrêter de regarder les écrans après 20 heures. C'est quelque chose de tout simple, mais l'idée, c'est qu'en arrêtant les écrans, les smartphones, les ordinateurs, etc., ou au moins en mettant des lunettes anti-lumière bleue, on va permettre à notre corps de synthétiser la mélatonine. La mélatonine va permettre de mieux dormir. Mieux dormir, c'est la clé de meilleures émotions le lendemain. Donc, c'est toute une prise en charge vraiment globale. L'émotion, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement mental, c'est quelque chose de physique. Et c'est quelque chose aussi qui nous met en mouvement. Je prends souvent des proverbes anglo-saxons, en l'occurrence, moi j'aime bien celui-là, c'est No emotion, no motion. Emotion is created by motion. Donc pas d'émotion, pas de mouvement. L'émotion crée le mouvement. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Le mouvement crée l'émotion. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant de comprendre que les émotions sont nos alliés. Il faut juste savoir les gérer et les utiliser. J'oserais dire intelligemment, mais c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de la façon la plus stratégique possible. Ça, c'est clair, c'est vraiment ce que
ce que partage avec moi la grande majorité des femmes avec qui je suis connectée, ce sont des femmes qui sont nées dans les années 60, qui ont forcément vécu pas mal d'émotions dans leur vie, mais on fait partie de cette génération, on ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Dieu merci, de plus en plus on en parle, et vous faites partie justement des acteurs qui parlent du besoin et de l'importance de gérer ses émotions. Comme vous le dites, il y a énormément d'outils, l'hypnose, la méditation, la cohérence cardiaque, l'EFT que moi justement je pratique quand j'accompagne les femmes, parce que je trouve que c'est un outil qui est juste merveilleux pour passer ce cap-là. Mais très souvent, en fait, les femmes de notre génération, donc qui sont nées dans les années 60, début 70, on n'a pas appris à gérer nos émotions. On a passé notre temps à accumuler tout ça, on a caché ça sous le tapis. Et puis, parce qu'à la ménopause, on a une sensibilité un petit peu exacerbée liée à nos variations hormonales, ben, tout ça, ça a tendance à remonter et ça peut exploser. Donc oui, c'est très important et franchement, je suis trop contente que mon discours ait un écho scientifique. Ça me plaît beaucoup que vous puissiez appuyer à tout ce que j'ai l'habitude de dire. Mais je voulais vous poser la question, est-ce qu'au niveau, en tout cas sur le territoire francophone, est-ce que vous vous sentez pas un petit peu seul en tant que médecin ou ou est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de médecins qui rejoignent le mouvement du biohacking? Alors non, le biohacking de toute façon est totalement inconnu en France. Clairement, enfin voilà, comme je vous disais, moi j'ai écrit le premier livre en français il y a quelques semaines qu'il est sorti. En mi-septembre, je fais la première formation en français en ligne sur le biohacking. Alors je ne sais pas si je peux citer le diffuseur, mais en tout cas voilà, il y a la première formation en français sur le biohacking pour le grand public. Mais en tout cas, non, c'est quelque chose qui est pas du tout, à ma connaissance du moins, connu des médecins. Alors les médecins ont eu l'habitude de traiter la maladie, commencent maintenant à s'intéresser à la santé. Hein. Finalement, nous avons un ministère de la Santé qui est plus un ministère de la maladie. Nous avons une assurance maladie, hein, d'ailleurs, pas vraiment une assurance santé. Mais en tout cas, c'est vrai que la médecine de prévention, hein, c'est cette médecine anti-âge, je dirais que le diplôme de médecine anti-âge doit exister depuis peut-être une dizaine d'années. Enfin, le premier a dû être créé il y a à peu près une dizaine d'années et le deuxième a été créé, je crois, il y a 2 ans. Enfin, j'ai fait partie de la première promotion. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Maintenant, les médecins s'y intéressent de plus en plus parce que la population s'y intéresse de plus en plus et les médecins ont toujours à cœur d'utiliser ben, voilà, ce qui est fonctionnel. C'est vrai que voilà, vous disiez que il y a plein de choses naturelles qui sont extrêmement efficaces. Voilà, je pense que les médecins ont à cœur d'utiliser ce qui est le plus efficace pour leurs patients et de plus en plus de médecins s'orientent vers ce qui est naturel parce qu'on se rend bien compte que ça fonctionne. Oui, et puis encore une fois, le plus il y aura de personnes sur cette tendance-là, on va dire de patients qui réclament, qui veulent, qui espèrent, bah, le plus la médecine s'adaptera. Et effectivement, comme vous le dites très bien, c'est l'assurance maladie. On ne parle pas de santé en fait. Finalement, on parle toujours de maladie et quelque part, c'est une façon un peu pernicieuse d'entretenir la maladie et pas d'orienter l'attitude et le comportement vers être en meilleure santé, alors que finalement, souvent, quand rencontre des difficultés médicales, enfin de santé, on a souvent l'impression qu'il faut faire des grandes choses, il faut faire des choses très compliquées, alors que c'est souvent la somme de petites choses. Et une Bien sûr. petite chose, ce n'est pas quelque chose de négatif, à partir du moment où ça fonctionne, mais effectivement, mettre en place des petites choses, comme vous disiez très bien, ben, on se lève le matin, il y a peut-être des choses à hacker justement pour influencer le reste de sa journée. Et je suppose qu'on retrouvera ces stratégies dans votre e-book, puisqu'il y en a 7 qu'on ne va pas dévoiler là tout de suite, Non. parce que, encore une fois, voilà, en fait, j'ai envie de vous dire, les filles, celles qui résonnent avec cette approche, et je suis sûre que vous êtes nombreuses, sinon vous ne seriez pas dans ce groupe-là, eh bien, n'hésitez pas à me demander cet e-book, et comme ça, vous allez pouvoir aller plus loin avec tout ce que le docteur Coaster a rassemblé comme approche pour votre santé, parce que c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est d'être en meilleure santé et de hacker un peu le système et trouver des solutions, même hacker complètement le système. C'est complètement possible d'être en meilleure santé, mais c'est une nouvelle approche, celle qu'on n'aurait jamais dû perdre d'une certaine façon, parce que c'est plein de bon sens, c'est tout à fait cohérent, mais sauf que pendant un certain temps, on est parti sur une autre démarche. Et puis, de plus en plus de personnes
vont vers cette direction-là. Donc, voilà, je vous encourage à, à demander cet e-book. Et puis, je voulais vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez quelque chose à partager avec nous encore, Denis, c'est à vous. Alors peut-être éventuellement, justement, pour pouvoir créer une ouverture dans le concept, hein, on va dire qu'effectivement, le biohacking, au niveau, comme vous l'avez dit, de ce côté qu'on n'aurait jamais dû perdre, hein, c'est la maîtrise de notre environnement interne et externe. Hein, j'entends par environnement interne nos émotions, notre microbiote, par exemple, notre environnement externe, ça va être la pollution, ça va être la lumière du soleil, ça va être le stress environnant. Donc, la maîtrise de notre environnement interne et externe, c'est déjà la première step du biohacking. Effectivement, après, on peut rajouter d'autres steps, toujours dans une histoire d'évolution. On peut par exemple rajouter des compléments alimentaires qui vont permettre une amélioration de la vie. On va rajouter des concepts tout simples, comme par exemple le jeûne. On sait très bien que le jeûne, c'est pas uniquement fait pour mincir, ça peut être fait pour mincir, mais le jeûne, on sait très bien, par exemple, que ça augmente la durée de vie. Hein. Ça va activer tout un tas de systèmes très particuliers qui vont lutter contre le vieillissement. On va dire aussi que la méditation est un système qui rallonge la vie dans un certain sens, puisque la méditation, on le sait, va rallonger les extrémités des chromosomes qui sont un marqueur de l'âge. Donc, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, on peut encore aller plus loin et on va utiliser d'autres techniques. On peut utiliser de la technologie, comme par exemple, on va pouvoir utiliser des montres connectées qui vont analyser notre sommeil et nous aider à savoir plus ou moins quand est-ce qu'il vaut mieux aller s'endormir. Après, on peut encore aller beaucoup plus loin et faire des analyses. On peut faire des analyses extrêmement simples à base de salive, où on va par exemple décrypter l'ADN de la personne. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais. Moi, je propose un accompagnement des personnes en fonction de leur ADN. Qu'est-ce qui est le mieux pour qu'elles mangent? Qu'est-ce qui est le mieux dans leur complément alimentaire en fonction de l'ADN? Donc, on peut vraiment aller extrêmement loin. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose en fait qui ne se fait pas en France, hein, qui se fait plutôt à l'étranger. C'est vrai que j'ai l'occasion de le faire en Suisse, hein, donc c'est quelque chose qui est pas fait en France, mais qui pour l'instant n'est pas fait en France. Il y a une évolution, comme vous l'avez dit, des mentalités. Un jour ou l'autre, c'est quelque chose qui sera une pratique courante. Moi, je suis persuadé que la médecine de l'avenir sera quelque part éclairée par le biohacking, c'est-à-dire qu'elle va être extrêmement précise, extrêmement personnalisée. Elle va être aussi participative. On va demander aux personnes d'être actives dans leur santé. Et c'est vrai que, par exemple, on le voit déjà aux États-Unis, parfois, pour donner tel ou tel médicament, les médecins vont faire l'étude de l'ADN des récepteurs à ce médicament pour savoir exactement la bonne dose à donner. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est d'avenir. On sait par exemple qu'on peut faire des tests au niveau des intolérances alimentaires. Donc, on sait très bien ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. On peut aussi faire des tests génétiques pour savoir si c'est bien qu'on aille vers tel ou tel environnement, par exemple. Est-ce qu'on a plus ou moins de sensibilité à tel ou tel polluant, etc. Donc, on peut aller extrêmement loin et c'est sans fin, comme vous l'avez dit. Oui, j'ai l'impression que là, il y a énormément de propositions, de potentiel, et plus le temps va avancer, plus ça va venir s'alimenter en quelque sorte. Donc, il y a un très bel espoir pour cette approche de santé, encore une fois. Il y a énormément de choses qui peuvent se proposer et être proposées en fonction aussi de la résonance avec chacune ou chacun, évidemment. Donc, il y a un très bel avenir sur cette nouvelle approche de médecine et je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Dr. Coaster. C'est vraiment très gentil d'être venu avec nous, chez nous, dans notre communauté. Et je pense qu'on renouvellera l'expérience, entre guillemets, en fonction effectivement de l'accueil que vous ferez au docteur Coaster. Donc, merci les filles. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire celles qui veulent l'e-book. Ou si vous avez des questions, sentez-vous libre de le mettre en commentaire et on revient vers vous le plus vite possible. Bye bye les filles. Merci bien, au revoir. Au revoir.